Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ihssane Awache. Bonjour Ihssane. Bonjour Stéphanie. Je vais tenter, comme d'habitude, d'expliquer un petit peu ton histoire. N'hésite pas à rajouter à la fin s'il y a quoi que ce soit que j'ai oublié. Diplômée de Solvay, tu as évolué dans le secteur d'abord énergétique, occupé différents postes de leadership, dont celui, si je ne me trompe pas aussi, de commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Tu as toujours œuvré pour l'intégration Mmh. des jeunes et l'égalité aussi dans notre société. En 2024, tu publies ton premier roman, C'est pas personnel, abordant des sujets comme la discrimination et le cyberharcèlement. Et dans Open Up Your Organization, tu proposes un modèle de leadership inclusif pour des environnements de travail plus diversifiés. Ihssane, est-ce correct? Tout à fait, c'est correct. Si je peux juste te reprendre sur le mot intégration, parce que c'est un mot qui me fait Reprends-moi, titiller. reprends-moi. Alors, je travaille pas sur l'intégration parce que je travaille essentiellement sur des personnes qui sont nées ici, et donc j'estime que quand on est né dans une société, on ne doit pas s'intégrer. Par contre, il y a de l'inclusion à faire des deux sens et voilà, on va plus parler d'intégration comme par exemple, quand j'ai, été expatriée en Hongrie, ben, du coup, j'ai dû faire des efforts d'intégration là, oui, parce que je suis une étrangère, je suis là pour une courte durée de temps, mais quand on est né dans un pays et qu'on est belge, on ne doit pas s'intégrer, on doit plutôt œuvrer à s'inclure et ça, c'est dans les 2 sens, voilà. Et ça, c'est très bien parce qu'on va directement rentrer, grâce à toi, dans le vif du sujet. Ihssane, tout d'abord, pour toi, qu'est-ce que c'est la diversité et l'inclusion? Ces mots qui sont aujourd'hui très, très à la mode, qu'on entend un petit peu partout et qui pourtant ont toute leur importance. Tu les définirais comment? Moi, déjà, quand je parle de diversité, alors je me suis posée un peu sur l'importance des mots aussi dans mon livre Open Up Organization et j'ai proposé quelques définitions pour ce qu'était la diversité, l'inclusion, l'équité aussi, l'égalité, l'inclusivité aussi dont on parle souvent. Mais en fait, pour moi, au-delà des mots où on peut à chaque fois débattre, je dirais plus d'une manière, linguistique, mais c'est plutôt le sens derrière et ce qui est important pour moi quand on parle de diversité, c'est que d'abord on parle de diversité des profils, avant de parler de diversité d'apparence. Et c'est là où je vois une grande différence entre, le traitement et les actions qu'on doit avoir du coup dans la société de manière générale et dans des sociétés entreprises où c'est assez différent. Et ce qu'il y a, c'est que si on ne voit pas la différence de fond, on ne va pas savoir agir comme il se doit. Donc je vais donner un exemple. Dans la société, la diversité, d'apparence, elle est cruciale et elle a des impacts sur la vie des gens. Donc, par exemple, si, on est raciste, si on n'aime pas les Roms, par exemple, une communauté qui subit énormément de discrimination, ben, on va pas leur louer notre appartement. On va pas les engager dans une société et donc là, on va pas aller chercher plus loin, on va juste dire: «Non, bah, l'appartement est déjà loué» et puis c'est très compliqué juridiquement de prouver ça donc voilà. Donc les personnes vont se retrouver en situation de précarité, donc vont éduquer leurs enfants de manière précaire et donc on est dans un cercle vicieux de la précarité. Par contre, dans une société, une entreprise, lorsqu'on est déjà engagé, concrètement, je pourrais dire: «Bah, en fait, Stéphanie, j'aime pas, tu es un peu rousse, ça me fait penser aux sorcières, voilà, j'aime pas les rousses». Enfin, Mais disons que je voilà, suis rousse. disons que je dis ça, mais si tu es ma collègue, j'ai pas choisi, donc je suis obligée de travailler avec toi et donc je vais être obligée de dépasser ça. Là où, si j'ai un appartement que tu viens me louer, je vais te dire: «Bah, non, j'aime pas les rouges, je te loue pas». Tu as le Mais choix. dans les entreprises, tu es obligé en fait et donc on va dépasser cette diversité, d'apparence et on va rentrer dans la diversité de profil et c'est là où d'ailleurs où naissent la plupart des conflits, interpersonnels. Les plus grandes difficultés, c'est lorsqu'on travaille avec des gens qui pensent et agissent différemment de nous et donc moi, mon approche, c'est de parler d'abord de culture d'entreprise avec notamment le modèle open que j'ai développé, qui permet de travailler sur la partie d'ouverture d'abord et ensuite tout ce qui suit, donc tout ce qui est apparent eh ben, en fait, ça va découler de manière inhérente au travail qui est fait en amont sur la question de la culture d'entreprise et la question des mentalités ouvertes. Mais donc, attends, si je reprends ton exemple d'appartement, le processus d'entretien, il se situe dans la société ou dans la société entreprise? Puisque au final, je vois quelqu'un de roux en entretien, j'ai le choix de l'engager ou pas. Ouais. Donc là, on se situe quand même un peu entre les deux, à cheval entre les deux. Tout à fait, c'est une question tout à fait pertinente et donc justement,
ce que j'essaye de développer justement dans mon modèle, c'est de dire à partir du moment où on a passé le cap de l'entretien, on est engagé, là on rentre dans un autre paradigme. Mais en effet, avant ça, c'est-à-dire que déjà si j'aime pas les rousses, bah, en fait, je vais même pas t'inviter pour un entretien d'embauche. Je vais te refuser juste à avoir ton visage sur un CV, à part si tu le mets en noir et blanc, là peut-être ça passe, hein. Où je mets pas de Et photos. mais mais pas de photos, c'est ça. Ça c'est encore une autre discussion, ce qu'on met ou pas pas de photos. Mais une fois qu'on arrive à l'entretien d'embauche, là, en effet, on peut encore discriminer de manière assez, en toute impunité. Il faut être clair que les règles, même si on a des lois qui disent: «Bah non, en fait, la discrimination, c'est pas bien», pour prouver ça, c'est très compliqué et donc on a encore une grande liberté en tant que recruteur de discriminer. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais avoir ton avis là-dessus. Vu que moi, je suis arrivée au Moyen-Orient, il y a pas longtemps, une des premières choses qui m'a, vraiment frappée et qui, suscite encore un débat intérieur en moi, c'est qu'ici, on te dit très clairement: «Alors voilà, moi, il me faut un Russe, il me faut un Indien». En entretien, la première question qu'on te pose, c'est, «De quelle origine tu es?» parce qu'on est tous des immigrés ici, façon de parler, donc «D'où tu viens?» Toutes les questions, on va dire, interdites en Belgique. Ou enfin en France aussi. Ici, elles sont posées, de manière, tout à fait officielle et je me disais au final, et j'ai pas la réponse, donc je serais très intéressée d'avoir ta réponse. Au final, qu'est-ce qui est mieux? Parce que de toute façon, si j'ai envie de discriminer, je vais discriminer. Donc est-ce qu'il vaut mieux interdire ces questions sous après risque d'être quand même un peu hypocrite puisque de toute façon une décision sera prise par rapport à ça? Ou bien est-ce qu'au final, le fait de poser ces questions amène aussi souvent des discussions un petit peu plus officieuses, un petit peu plus, ouais, casual, un peu plus sympa, qui permettent d'apprendre à connaître mieux les gens? Donc je me disais, est-ce qu'au final, c'est mieux de les poser ou de pas les poser en entretien? Mmh T'en mh. penses quoi, toi? Foncièrement, si, tu étais présidente, est-ce que tu autoriserais ce genre de questions ou pas? Non, je les autoriserai pas. Ça reste quelque chose de pas bien, en fait, ça reste un mal, parce que la discrimination, c'est traiter 2 êtres humains de manière différente en fonction de leur origine, en fonction de, leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur religion et donc c'est foncièrement mal. Donc en fait, au plus on le fait ouvertement, au plus ça se marginalise au sein de la société et au plus ça se diffuse et on éduque aussi les enfants à penser que c'est normal. Donc pour moi, ça ne peut jamais être normal de discriminer. Donc il faut toujours qu'il y ait un peu cette chose où il y a un malaise. Donc la personne qui discrimine doit quand même ressentir un malaise en le faisant, parce que sinon ça devient la norme et là voilà, donc moi ce que j'ai compris sur le système des Émirats arabes unis, c'est quand même une grille salariale qui dépend aussi de la nationalité, si je ne me trompe pas Tout à et fait. donc là, on est vraiment dans une discrimination systémique. En fait, c'est du racisme systémique, en fait. C'est et donc pour moi, non, c'est pas un modèle qui met l'humanité au centre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'être humain avant tout. Quand on voit quelqu'un, on voit un être humain et on voit ses compétences. Je vais partager une petite anecdote. Quand j'avais commencé à travailler, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de l'énergie, chez Engie, et quand j'avais commencé à travailler, j'avais une boss qui était venue me voir en me disant: «Écoute, je suis un peu choquée, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi en disant, oui, la fille avec le foulard». Et il dit: «Mais je suis choquée, j'avais jamais remarqué que tu avais un foulard» et ça faisait 4 mois que j'étais dans son département. Et elle m'a dit: «Mais moi, je vois que Issanawa, je vois que ta personnalité, je vois que tes compétences, mais le reste, je m'en fous. Comment est-ce qu'on peut parler de toi comme ça?» Et bon, moi, j'étais touchée parce que je me suis dit: «Voilà, cette dame, elle démontre la vraie ouverture d'esprit qui est de dire, ben, je vois ce que tu es et pas ce que tu représentes». Parce que finalement, c'est ça, et toute la polarisation qu'il y a, justement tous ces phénomènes de discrimination, c'est quoi? C'est basé sur les biais inconscients et ou conscients et de se dire: «Tu représentes quelque chose pour moi, ce n'est pas ce que tu es» et justement quand je parle par exemple d'harcèlement au travail et de cyberharcèlement, parce que quand on parle de en fait le cyberharcèlement n'est jamais que cyber, il y a toujours un impact dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue ou au travail. Finalement, ce qu'on attaque, c'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'elle représente pour soi et c'est là-dessus où il faut pouvoir dépasser cela et aller vraiment chercher la personne derrière. Ouais et ça reste quand même, un des gros enjeux aussi parce que souvent, tu parles de ces fameux billets, et nous, on le voit régulièrement aussi dans le monde du recrutement et je vais même dire dans le milieu de mes enfants aussi à l'école. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière très, très inconsciente, pas forcément mal intentionnées même, hein. Je vais dire, nous, par exemple, un des grands combats qu'on a, c'est en ce moment, c'est l'ageisme, donc l'âge, la discrimination liée à l'âge Mmh mh. et souvent, on se rend compte que dans les entreprises, pour les employeurs, ça a l'air totalement normal, quoi.
Mais non, mais j'ai une équipe qui a la Ouais, vingtaine. ouais. Non, je peux pas intégrer quelqu'un qui a plus de 40 ans, quoi, tu vois? Ça a l'air normal. Comment est-ce qu'on peut travailler dans les entreprises ou même dans la société, j'ai envie de dire de manière générale, sur tous ces biais inconscients? Mais tu relèves un bon point, c'est vraiment la discrimination basée sur l'âge, elle est quasi marginalisée celle-là. Ouais, ouais, En complètement. fait, c'est à nouveau si on pense, en termes juste de compétences et ce que la personne peut apporter et si on pense en termes de complémentarité plutôt qu'en termes de similitude, on va aller justement chercher quelqu'un si la moyenne d'âge de mon équipe est de 30 ans, bah, je vais aller chercher quelqu'un de plus âgé en me disant: «Bah, tiens, cette personne, elle a une autre expertise, elle a un autre background à apporter». Et donc c'est là-dessus où c'est évidemment toujours un peu plus challengeant d'aller chercher, cette complémentarité. Parce que la personne va amener un autre son de cloche, donc c'est un peu plus embêtant, au jour le jour. Mais c'est là où ce qui est intéressant dans, la diversité, c'est que c'est un business case positif. C'est qu'il y a différentes études qui ont été faites qui démontrent que, bah, en fait la diversité amène, plus de profit. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire: «Oui, OK, c'est peut-être plus compliqué à gérer au jour le jour, mais sur la durée, ben, tu vas gagner plus». Et donc c'est là où, par exemple dans mon modèle, je parle beaucoup de patience, le P de open, c'est pour la patience. C'est parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui, beaucoup et c'est souvent quand je donne des ateliers, en entreprise, c'est souvent sur ce P que ça prend le plus de temps en fait pour en parler. Parce qu'on dit: «Oui, mais il y a la question de la performance, il faut aller vite» et donc pour répondre à la question, ce qu'il faut faire, c'est, bah, prendre justement du temps pour pouvoir en fait se corriger nos propres biais, se former et quand je dis se former, c'est pas, se former, quelquefois j'ai des entreprises qui viennent et qui me disent: «Oui, viens 2 jours chez nous, tu formes tout le monde et puis après c'est bon, on sera Ouais, tous débarrassés de nos billets». on a connu ça aussi. C'est ça, je préfère venir un jour et puis un jour dans 6 mois et encore dans 6 mois et faire des rappels, peut-être moins, sur la durée en soi de l'intervention, mais plus faire chaque fois des piqûres de rappel parce que les billets, en fait, ils vont pas disparaître et en soi, c'est instinctif, c'est humain, c'est instinctif et il faut pouvoir l'accepter, on a tous des billets. Hem Et c'est comment est-ce que je peux travailler là-dessus et pour moi, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir se former, c'est de pouvoir prendre le temps de se remettre en question, d'accepter, en fait, qu'on a des vulnérabilités, d'accepter qu'on a aussi de remettre en question son ego, qu'on n'a pas toujours raison. Par exemple, j'utilise beaucoup la notion de carte du monde en programmation neurolinguistique qui amène le fait de dire qu'en fait de comprendre qu'il n'y a pas une vérité. Et ça, pour les gens rationnels, c'est pas possible. Comment ça? Bien sûr qu'il y a une réalité et c'est la base de tout conflit. C'est parce que tant qu'on croit que j'ai la vérité absolue, donc ça veut dire que tu as tort vu que tu as une autre position que la mienne. Alors que non, j'ai ma vérité, tu as ta vérité. Comment est-ce qu'on peut concilier nos 2 vérités ensemble? Et ça, c'est un des gros enjeux aussi, dans l'entreprise. Nous, on voit par exemple qu'il y a dans le recrutement, je ne sais pas si toi tu le perçois comme ça, en interne, mais il y a vraiment 2 courants. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les départements RH qui veulent vraiment travailler sur cette diversité, qui veulent, Mmh. comme tu dis, investir dans des formations, faire en sorte que tout le monde, voilà, prenne conscience. Mais à côté de ça, tu as souvent des chefs de département ou des chefs d'équipe, qui restent irréductibles, totalement hermétiques, et donc comment est-ce qu'on fait pour travailler, parce que évidemment tu parles de la notion de patience, où là, je suis totalement Mmh. alignée. Faudra que tu m'expliques les autres mots par contre dans open. Mais, comment on fait quand d'un côté, il y a un département qui veut changer au sein de l'entreprise, qui veut changer les choses, qui veut amener de la diversité et de l'autre côté, avoir des irréductibles qui eux, ne veulent rien entendre, à ce niveau-là? Déjà, il faut voir ce que le top management fait. Parce que le top manager a un rôle, d'exemplarité à jouer et le top management doit montrer son engagement. Si on laisse les RH tout seuls se battre, ça va pas aller. Donc il faut ces RH aient un soutien du top management et quelquefois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, hier, je suis intervenue dans une entreprise où c'est le CEO qui poussait ses RH en disant: «Il faut travailler là-dessus», et qui voulait vraiment pousser. Alors là, évidemment, c'est génial parce que moi, ce que je préconise, c'est par exemple de mettre dans les objectifs annuels, alors déjà pour les entreprises qui n'ont pas d'objectifs annuels, c'est commencer à avoir des objectifs annuels parce que là, ça va pas du tout. Mais donc d'avoir dans les objectifs annuels une partie, sur tout ce qui est soft skills, tout ce qui est leur leadership et d'inclure cette notion de leadership inclusif.
Et généralement, quand les gens bloquent, je recommande de pas utiliser tout de suite le mot diversité et surtout pas utiliser le mot discrimination, même si au final c'est de la discrimination, hein, mais c'est quelque chose qui bloque. Donc moi, je préfère qu'on les amène à une formation et dans la formation, je vais leur parler un peu, de discrimination pour prendre conscience, mais la dynamique doit rester positive et non culpabilisatrice, mais doit permettre de pouvoir prendre conscience. Et donc, c'est inclure dans les objectifs, annuels, cette notion de leadership inclusif qui permet aussi à l'employé de se développer, lui-même ou elle-même. Et c'est là où il y a un peu cette notion quick win de, win-win et de quick win, mais de se dire: «Je vais me développer moi-même, je vais pouvoir être un meilleur leader et en même temps, je vais aider les autres à se développer». Parce que ça va de pair. C'est un travail collaboratif et puis aussi la notion de la communication aussi, elle doit être intégrée. J'ai déjà vu le cas, par exemple, d'entreprises où les RH sont OK, les CEO le CEO est OK, mais la communication, hem, bloque de manière aussi inconsciente, en n'intégrant pas certains éléments clés de communication, en ne parlant pas, par exemple, lorsqu'elles vont parler de culture d'entreprise, elles ne vont pas parler de diversité, alors que c'est essentiel, ça doit faire aussi partie de l'ADN de la société. Donc il y a aussi la notion du langage, de l'image qui joue dans tout changement d'entreprise. Et finalement, lorsqu'on parle de diversité, alors moi j'ai beaucoup travaillé en change management et finalement ça reste une question de changement. C'est-à-dire que pour n'importe quelle, transformation qu'on veut faire, que ça soit une transformation business ou autre, il y a la transformation humaine qui est au centre. Et donc quand on veut, changer la culture d'entreprise, il faut, rester basé sur l'humain et donc l'humain c'est quoi? C'est de la formation, c'est de l'attention et c'est de la communication. Et tu parlais, juste avant donc d'objectifs annuels, de leadership inclusif. Comment on peut mesurer l'impact, d'une diversité, dans une organisation? Est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Moi, je suis toujours très sceptique quand on parle d'études ou, d'objectifs chiffrés par rapport à ça. Parce qu'en fait, je sais quoi enfin derrière ces chiffres, on peut dire tout ce qu'on veut. Enfin voilà, on Ouais. peut faire un peu de statistique, on sait comment voilà. Mais ça reste, nécessaire. Ça reste nécessaire de pouvoir chiffrer parce qu'une grosse partie de la population est rationnelle et donc elle a besoin d'être rassurée, par, des chiffres. Et donc il y a souvent, les entreprises qui font des enquêtes annuelles qui peuvent permettre ensuite de voir, OK, dans mes équipes, est-ce qu'il y a suffisamment de diversité? Il faut aussi se dire sur quel angle d'attaque est-ce qu'on veut commencer? Souvent, le plus facile, c'est de commencer sur la diversité de genre. Même si pour moi, le genre n'est pas vraiment de la diversité, c'est plutôt de la mixité parce qu'en fait, personne ne peut dire, «J'ai jamais vu de femme de ma vie». Je pense pas que quelqu'un peut dire ça. Par contre, beaucoup de personnes peuvent dire, «Ah ben, j'ai jamais, interagi avec une personne, d'origine étrangère ou de telle ethnie ou d'autres orientations sexuelles aussi». Et donc, c'est pour ça qu'en général, le genre est plus facile à commencer et puis ensuite se dire: «OK, cette année, on se focalise sur la diversité de genre» et puis ensuite, on va se focaliser sur la diversité plutôt ethnique, sur le handicap visible et invisible, parce qu'il y a souvent un gros problème de considération du handicap invisible et de pouvoir vraiment se mettre une stratégie, en fait et de mettre des priorités ensuite par rapport à ça. Donc par exemple, l'étude de McKinsey analysait la diversité de genre et ils ont trouvé qu'il y avait une différence substantielle, de 48 entre, au niveau de l'obtention des performances, entre l'entreprise la plus, diverse en genre et la moins diverse en genre. Mais souvent, ce qui est plus facile à mesurer, c'est de nouveau la diversité de genre, parce qu'en Europe, on ne peut pas mesurer, en fait, la diversité ethnique. On peut la faire limite, enfin, des personnes commencent à la faire, ce qui est différent du milieu anglo-saxon où on peut demander aux personnes, voilà, de quelle est ton origine ethnique. Là où en Europe, ben, suite à la Seconde Guerre mondiale, on s'est interdit parce qu'en fait, on ne veut pas de phishing, ethnique. Ce qui est compréhensible, mais il y a des entreprises, par exemple, qui vont le faire de manière plutôt anonyme ou plutôt contournée. Donc il y a aussi une étude de BCG qui montrait que la plupart des rôles de CEO sont occupés par des hommes blancs, mais sur base des masters qui sont obtenus, en fait, il y a beaucoup plus de femmes, en fait, qui ont obtenu certains des masters et donc on s'attendrait quand même à avoir beaucoup plus de femmes qui aient des rôles de CEO et donc c'est déjà compliqué d'avoir une bonne diversité, surtout, par exemple, au niveau ethnique. Mais au niveau de la diversité de genre, on est plutôt OK au niveau, des études évidemment, sauf dans les études plutôt, scientifiques où reste une prépondérance, masculine et ensuite, comment est-ce que dans l'entreprise, ces femmes-là évoluent moins et se retrouvent moins dans des positions de CEO? Et donc là, ils voient bien qu'il n'y a pas, selon cette étude, ils voient bien qu'il n'y a pas de corrélation en fait justement entre le niveau d'études et le niveau de pouvoir ensuite dans une entreprise. Oui, en fait, si je me souviens bien, parce qu'il me semble que j'avais lu un article là-dessus, c'est que tu voyais aussi, la courbe. En fait, quand tu vois les carrières, si tu veux, tu vois les courbes qui Mmh s'arrêtent mh. ou qui se rompent,
au moment aussi des grossesses. Et là, tu vois les carrières qui stoppent, entre guillemets, où là, ça devient, si tu veux, au début, ça monte, et puis après, ça devient complètement linéaire, le temps d'avoir les enfants. Et puis après, ça remonte un peu, mais forcément, du coup, les femmes ont pris un certain retard par rapport à d'autres hommes qui ont terminé leurs études en même temps, quoi. Ouais, tout à fait et c'est vrai qu'une femme qui était absente l'année d'avant, bah, c'est pas à elle qu'on va donner la plus grosse augmentation. Et donc il y a ça aussi qui se passe, c'est-à-dire, comme tu dis, ça stagne. Et puis aussi après la question de la charge, familiale, qui fait que c'est souvent plus les femmes qui vont s'occuper des enfants en bas âge et donc bon, ça, c'est quand même des choses qui, je trouve, évoluent. Moi, je me rappelle dans, l'entreprise dans laquelle, j'étais, en fonction du département où j'étais, je voyais une grande différence. Et à un moment donné, j'étais dans un département où c'était essentiellement des personnes de ma même génération que moi et je trouvais ça génial quand j'avais un papa qui disait, «Ah mais non, mais il est 4:30, je prends plus de réunion, c'est moi qui vais chercher mon enfant aujourd'hui» et ça donne tout de suite une autre dynamique par rapport à l'équipe de manière générale, en Et en fait. général, les femmes trouvent ça très mignon quand un homme dit ça. Alors qu'en fait, toi, tu vas les chercher et ça n'a oui, OK, bah, vas-y. Ça, c'est Oui, la c'est ça. grande différence. Et du coup, pour ou contre les quotas? Petite parenthèse, en entreprise? Oh! On a 5 heures? Si. Alors, pour répondre de manière courte, je suis pour les quotas, mais ils doivent être accompagnés. Ouais, Parce que le problème, l'effet pervers des quotas, c'est qu'en fait, après, quand une femme est promue, on lui dit qu'en fait, elle est promue juste parce que c'est une femme ouais. et donc elle a aucune crédibilité et donc elle a aucune légitimité pour faire son poste et du coup, elle a du mal à le faire et du coup, elle se fait agresser, attaquer, elle a plus de barrières et ensuite on dit: «Bah, tu vois, on voit bien que les femmes sont pas capables à le faire». Donc en fait, c'est très pervers. Donc moi, ce que je suis pour, à compétences égales, de promouvoir, la minorité. Ça, je pense que c'est une bonne pratique. Maintenant, il faut aussi se poser la question de comment sont faits, les job descriptions, parce que quelquefois, on a tendance à orienter aussi plus d'une certaine manière, qui fait que ça va être plus le même profil qui va toujours être repris. C'est aussi la communication autour des nouveaux, postes. Comment on recrute, c'est essentiel. Par exemple, j'avais le cas d'un ami qui m'avait appelé en furax en me disant: «Bah, tu vois», enfin, il quittait son département, mais il restait dans la même entreprise et il dit: «J'ai trouvé, un candidat idéal pour me remplacer». Mais au final, les, RH ont dit: «Non, non, non, parce qu'en fait, on veut te remplacer, par une femme et ton candidat, c'est un homme, donc on n'en veut pas». Et donc il était furax en disant: «Tu te rends compte, la discrimination, le mec, il est super, na na na». Et puis je disais: «Bah, écoute, enfin, juste pour comprendre, comment s'est passée la communication, en fait?» «Ah bah, il y a pas eu de communication, évidemment, en fait, je pars, j'ai appelé quelques copains, ils m'ont appelé un autre copain et donc ils m'ont ramené ce gars-là, on a fait l'entretien et puis il était super, donc pourquoi chercher plus loin?» Et donc c'est et tu vois? Donc je préfère travailler sur ce genre de choses, la communication pour un poste, plutôt que venir tout de suite avec les quotas. Mais voilà et les quotas 50-50 par contre, je suis pas pour. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faut 50-50. Mais de nouveau, si on considère la diversité de pensée, il faut aussi se dire que, par exemple, quand je suis dans un conseil d'administration, je représente pas toutes les femmes. Je représente pas toutes les personnes d'origine étrangère. Je représente pas tous les moins de 40 ans. J'ai 39, je peux encore dire ça. Mais voilà, c'est pas parce que je suis, j'ai une de ces identités que je représente en fait tout d'un coup, toutes ces communautés, toutes ces identités. Ça aussi, il faut pouvoir le concevoir. Est-ce que tu vois quand même, avec ton expérience et tu presque 40 ans, 39. Est-ce que tu vois quand même une évolution plutôt positive dans la diversité ou pour toi ça reste toujours, assez, conceptuel, au sein des entreprises? Quelles sont un peu les tendances à ce niveau-là? Je suis optimiste de nature, mais là, je pense que factuellement, j'ai raison de l'être. Je pense qu'il y a vraiment une évolution. Il y a encore malheureusement beaucoup de diversity washing. Donc moi, quelquefois, ça m'arrive, des entreprises m'appellent et puis je dis: «En fait, non, je ne veux pas travailler avec vous. Vous voulez juste, m'avoir, pour dire on a travaillé avec elle et puis regardez, on travaille là-dessus, mais en fait, derrière, il y a rien». Mais, mais globalement, les gens sont convaincus, je pense, de la valeur ajoutée de la diversité, ont du mal à y arriver, parce que c'est une question de changement culturel et il y a pas de baguette magique. Donc quelquefois, il y a un peu de frustration et là-dessus, je reviens encore sur, la patience. Donc il faut travailler sur des quick wins, donc il faut avoir, des, solutions rapides parce qu'aussi il y a de la souffrance qu'il faut résoudre, il y a de l'injustice qu'il faut résoudre, donc il faut ces quick wins, mais en même temps, il faut travailler sur des objectifs à long terme et c'est là-dessus où ça bug en général. C'est qu'on a envie d'aller vite et on a envie d'avoir, une recette et on me dit: «Ah bah là, tu vas venir avec Open, c'est bon, on va faire des workshops et puis ça va être réglé», mais c'est pas aussi vite que ça. Donc mais en même temps, il y a une urgence en quelque sorte parce qu'à partir du moment où on est dans une situation d'inégalité, il y a urgence à résoudre l'inégalité, c'est logique.
Mais il faut pouvoir accepter que ça va quand même prendre du temps, mais franchement, je suis assez positive, par rapport à la trend. Et vu que tu as de l'expérience, en la matière, quelles sont pour toi un petit peu, les étapes essentielles pour réussir justement un changement culturel, durable au sein d'une entreprise? Moi, je pars d'abord sur la stratégie, établir une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelles sont les priorités? Quels sont les moyens? Qui est disponible aussi au sein de l'entreprise? Donc vraiment avoir une vision ressources, coûts et ensuite sur base de là, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt d'abord une keynote, donc une conférence inspirante et là, c'est vraiment pour inspirer un max de personnes. Mais il faut se dire qu'avec une conférence, c'est uniquement de l'inspiration, c'est de l'initiation, c'est pas il y aura pas un changement radical qui va se produire après une conférence. Donc là, il faut gérer les attentes aussi et puis ensuite, faire des ateliers, des formations, faire en sorte que pendant ces ateliers, les gens se remettent en question, s'amusent aussi parce que sinon c'est un peu trop lourd, et travailler là-dessus et puis ensuite revenir, quelquefois, par exemple, il y a des entreprises qui ont des coachs internes et donc je leur dis: «Voilà, faites un suivi avec vos coachs internes, pour pouvoir suivre ça et puis revenir un peu plus tard» et donc c'est vraiment cette notion de me remettre donc faire un awareness et puis faire des petites piqûres de rappel assez souvent pour pouvoir, avancer dessus. Et si toi tu crées ta propre entreprise aujourd'hui, voilà, tu as ta petite start-up, Mmh. quelles seraient, les premières choses, disons, que tu entreprendrais pour t'assurer cette diversité, chez toi? Alors moi, quand j'ai pas créé de start-up, mais j'ai créé des ASBL, des associations sans but lucratif et quand j'ai dû commencer à engager des gens, je faisais attention à la complémentarité en me disant: «Bon OK, moi je suis comme ça, il me faut quelqu'un qui n'est pas comme moi». Et donc j'ai telle personne, il faut quelqu'un qui n'est pas comme cette personne. Et par exemple, ça peut être quelque chose aussi simple comme, bah, je suis très organisée, mais du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus flexible pour gérer les imprévus. C'est toujours aller chercher notre pendant et donc à un moment donné, je me rappelle quand je recrutais, je disais: «Non, mais là, on a 3 profils, super organisés, il nous faut vraiment quelqu'un de flex là». C'est et donc c'est je cherchais dans les entretiens: «Est-ce que tu es désorganisé?» Mais donc c'est vrai c'est vraiment ça. Est-ce qu'on t'a répondu honnêtement? Non, je ne suis pas Mais il y en a une organisée qui du tout. je bien sûr que je suis organisée, c'est juste que c'est mon organisation et là je fais: «Oh là, j'ai décelé le profil, c'est bon». C'est bon, on a la flex, on a la flex. C'est ça. C'est vraiment essentiel, de vraiment chercher ça. Aussi en termes évidemment il y a la question de profil, mais aussi en termes d'expérience évidemment. Chercher à chaque fois des personnes qui ont des expériences différentes. Après vraiment, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, surtout par rapport à l'âge, c'est pas tellement facile en fait de mixer les âges, surtout quand c'est une toute petite équipe. Non, nous, vraiment, on le vit en interne, alors que justement, c'est pour ça que je te demandais, parce que nous, on essaye vraiment de promouvoir depuis le début, la diversité, mais vraiment les 2 volets sur lesquels nous-mêmes on est pas mal challengés, c'est que dans notre équipe, IT, tous les développeurs, on a vraiment du mal à trouver des femmes, vraiment. Ouais. C'est pas faute de vouloir, faire de la diversité, mais dans les CV, dans tout ce qui est vraiment très technique, on n'en reçoit pas beaucoup et alors ensuite, c'est l'âge effectivement où, on voit quand même chaque fois quand même que l'intégration, on a envie de le faire, mais il faut vraiment, je pense que tu as raison, plus avoir de la patience et aussi beaucoup plus former et conscientiser les équipes parce que ça reste quand même un gros challenge. On en a conscience, mais c'est maintenant la prochaine étape, c'est de le mettre, en pratique. Pour moi, c'est le plus compliqué et c'est ce qu'on voit souvent dans les entreprises aussi. Quand elles recrutent, en général, il y a toujours ce lien avec l'âge, même parfois des plus jeunes, où ils veulent pas prendre, des directeurs trop jeunes, pas Tout à mais fait. l'âge reste toujours quelque chose de très challenging, quoi. Tu m'as fait penser en parlant justement des personnes plus âgées à inclure dans l'entreprise, c'est l'empathie en fait, le E pour empathie. Parce qu'en fait, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre et ça, c'est aussi essentiel. De se dire: «OK, qu'est-ce que cette personne de quoi cette personne a besoin? Quel est son ressenti quand il y a telle ou telle remarque?» Quand il y a telle ou telle activité, qui sont faites. Par exemple, les team building, on ne se rend pas compte à quel point les team building peut être ultra, malaisant pour certaines personnes. Moi-même, mes premières années, j'avais fait un team building, c'était en plein mois de ramadan et j'avais pas osé dire que je jeûnais et en fait, j'avais été enfin, c'était un team building super sportif et on avait fait de l'acrobranche, et puis moi, j'aime bien, le challenge sportif, donc j'y vais à fond, c'est même pas comme si je sais me modérer, et jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment fait un malaise, en fait, heu et je me rappelle de ma manager qui était venue chez moi en me disant: «Mais je suis choquée, pourquoi tu m'as pas dit, en fait, que c'est le ramadan? On aurait pu le faire la semaine prochaine, en fait. Pourquoi est-ce que tu l'as pas dit? Tu te mets en danger et du coup, tu mets tu» enfin, je me suis tue en me disant
ça va pas être bien pris, je peux enfin, c'est sur le N de naturel, c'est je peux pas être authentique, je peux pas être naturelle au travail, donc je dois cacher cette partie de ma vie et au final, ça a même créé un malaise parce que du coup, la directrice, elle était, très malaisée en me disant: «Ben, en fait, si je savais, je l'aurais pas fait. On aurait reporté, c'était pas grave». Et c'est là où quelquefois, en voulant trop, s'ouvrir à l'autre, ben, on se perd soi-même. Ouais, bien sûr, comme je disais au début, c'est pas toujours mal intentionné. Oui, C'est souvent bien intentionné. Nous, on a eu un cas, récemment d'un candidat qui nous expliquait qu'il était parti, d'une boîte. Pourquoi? Parce que, ils ont fait un dîner d'équipe, c'était un musulman et donc dans lequel, tout le monde le plat principal, c'était du porc, mais pour lui, ils ont fait du poisson et mmh, en fait, lui, il m'a dit: «Mais ce que en fait, en voulant être bien intentionné, je me suis vraiment senti exclu parce qu'alors pourquoi pas faire du poisson pour tout le monde, quoi?» Façon de mmh, parler, pourquoi il fallait absolument faire, du porc? Pourquoi pas faire un plat, halal ou quelque chose ouais, qui convienne à ouais. tout le monde? Et en fait, en voulant l'entreprise, enfin le manager qui a voulu être bien intentionné en lui préparant quelque chose d'autre, ça a eu un peu l'effet inverse de: «OK, mais je me sens quand même exclu malgré tout, quoi». Ouais, C'est vraiment des choses, on voit où il faut aussi, former mmh, les dirigeants, les managers, à comment aussi bien inclure. Parce que parfois l'intention est là, mais la forme ne l'est pas, quoi. oui, c'est ça. Mais c'est souvent en discutant aussi. Par exemple, là, souvent on discute pas avec les gens et puis aussi il y a des personnes, arabes qui ne mangent pas halal. Donc ça j'avais déjà eu un collègue comme ça qui me dit: «Mais en fait, ça me saoule à chaque fois, moi, il me donne le poisson, mais moi je mange la viande et il me demande pas mon avis» et donc enfin et c'est vraiment ça, c'est de pouvoir ne pas supposer pour l'autre et poser la question et avoir une discussion ouverte et dans une culture d'entreprise, on peut simplement se poser les questions et discuter et où aussi la personne qui sent qu'elle est mal à l'aise avec quelque chose puisse le dire aussi de manière spontanée parce que l'autre ne peut pas toujours tout deviner. Non. Mais si on a une culture d'entreprise suffisamment ouverte, on peut le dire. On peut dire, par exemple, on peut ne pas faire ce que moi j'avais fait, c'est-à-dire cacher le fait et me taire et être patient un peu trop là, par exemple, j'avais manqué d'empathie par rapport à moi, mais si on est dans une culture ouverte, on peut dire: «Voilà, moi je suis mal à l'aise par rapport à ça» et les personnes peuvent en discuter. Et d'où l'importance aussi, de créer une bonne culture de feedback dans lesquelles, chacun se sent à l'aise, de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, tu as fait un chouette podcast aussi sur le feedback. Effectivement, effectivement. Donc, le feedback, c'est quelque chose aussi, qui s'apprend, avec les années. On croit qu'on peut juste prendre un feedback, ou le recevoir, mais en fait, Ouais, c'est pas aussi facile que ça de donner et de non, prendre des feedbacks. ouais. Issane, pour terminer, si tu étais présidente, je te l'ai déjà demandé, qu'est-ce que tu ferais pour justement favoriser, cette diversité de manière générale? Parce qu'on a parlé du monde dans l'entreprise, mais ici, on va parler vraiment plus globalement, dans la société. Qu'est-ce que tu ferais? Je commencerai par l'éducation, je parce qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de discrimination dès l'éducation, beaucoup de biais qui sont repris dès l'enfance. Les enfants se véhiculent déjà pas mal de stéréotypes, donc ce serait vraiment revoir l'éducation, former également les enseignants, qui font du mieux qu'ils peuvent, mais les former justement aussi à la communication non violente, à la question de la diversité, et puis donc commencer à l'éducation, mais je ne laisse pas non plus tomber en fait les personnes qui sont déjà, adultes et là-dessus, ce sera en effet pousser, avoir des objectifs challengeants pour les entreprises, au niveau de leur comité de direction, de leur recrutement, au niveau de leur personnel et pourquoi pas rendre déductible, enfin, je crois qu'on peut déjà de toute façon déduire les frais de formation, mais pourquoi pas avoir plus de subsides par rapport à ces questions-là de leadership inclusif? Comme ça, il y a vraiment pas d'excuses, par rapport à ça et de aussi enfin, moi, je crois aux 2 volets, c'est-à-dire le volet punitif. Donc, si vous ne faites pas assez, on vous punit, avoir des amendes. Féliciter aussi celles qui font bien. OK, super et dernière petite parenthèse, si on était présidente à 2, est-ce qu'on ne travaillerait pas un peu aussi sur les médias? Ah oui, les médias. Ça, c'est un autre, ouais, non, les médias, ça j'en ai pas mal, souffert personnellement. Mais les médias véhiculent énormément de stéréotypes. Quelquefois, on voit juste, quand on analyse les titres, les photos aussi qui sont sélectionnées, donc ça, c'est plutôt la partie édition aussi qui est vraiment problématique. Donc ça, en effet et il manque énormément mais c'est aussi parce qu'il y a pas de diversité dans les médias, hein. C'est aussi lié à ça. Effectivement. Merci beaucoup Issane, ça a été un pur plaisir. J'aurais pu encore continuer pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Je te souhaite une Merci excellente à toi. journée et à tous nos auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.